Ebola progresse en RDC, mais aussi dans les pays voisins. On va parler pour commencer de l'Ouganda, parce que c'est l'info de la matinée. L'Ouganda qui a décidé ce matin, et c'est un geste fort, de fermer sa frontière avec la République démocratique du Congo. Oui, effectivement, il y a 7 infections confirmées du variant Bundibugyo maintenant en Ouganda. La réponse de l'Ouganda, c'est on ferme la frontière temporairement, bien sûr. Alors le passage frontalier ne sera pas totalement hermétique. Il restera ouvert à ce qu'on appelle là-bas les autorités de réponse à Ebola, donc du personnel humanitaire, des médecins, etc. Mais je vous propose tout de suite d'écouter Diana Atwin pour le ministère de la Santé de l'Ouganda, qui va nous expliquer ça justement. L'Ouganda ferme temporairement la frontière avec la République démocratique du Congo avec effet immédiat. The only exceptions are for authorized Ebola response teams. Les seules exceptions concernent les équipes d'urgence, les opérations humanitaires, le transport de denrées alimentaires et de marchandises, ainsi que les services de sécurité, mais tout cela restera soumis à des protocoles stricts de contrôle sanitaire et de surveillance à la frontière. Voilà, donc le protocole, évidemment, c'est examen médical. Toute personne de retour en Ouganda devra s'isoler pendant 21 jours, c'est-à-dire le temps d'incubation maximum d'Ebola. Et en plus de ça, tous les médias doivent consacrer 30 minutes chaque jour, en prime time, à la sensibilisation et à la prévention contre ce virus. Une décision qui a été prise évidemment après l'augmentation du nombre de professionnels de santé ougandais. Ce sont surtout eux qui sont contaminés. Ils ont été exposés au virus par des patients congolais qui avaient traversé la frontière, notamment avant que l'épidémie ne soit déclarée le 15 mai. On sait qu'il y a eu... Puis c'est passé plusieurs semaines, au moins 2, entre le début de l'épidémie et le moment où on a su qu'il y avait une épidémie. Alors évidemment, l'opération est délicate. La frontière, elle s'étend sur presque autour de 760 km. Elle est traversée par de nombreux sentiers pédestres. Et selon l'OMS, cette réponse n'est pas forcément la bonne. L'OMS qui a dit « Aucun pays ne devrait fermer ses frontières ni imposer de restrictions au voyage et au commerce. De telles mesures sont généralement dictées par la peur et n'ont aucun fondement scientifique. » L'OMS qui dit également que le risque, c'est de voir s'agglutiner justement à ces passages pas forcément clandestins, mais en tout cas pas surveillés. Il risque d'y agglomérer une foule de plus en plus nombreuse et donc favoriser la transmission de la maladie. Mais l'OMS déclare dans le même temps, et reconnaît en tout cas dans le même temps, que les pays voisins courent un risque élevé. Bon, il n'y a pas que les États voisins qui prennent aujourd'hui des mesures. Les États-Unis envisagent quelque chose d'encore plus drastique, vous nous dites. Oui, effectivement. Alors après avoir quitté l'OMS, après avoir coupé les financements de tout le système de santé qui justement servait à lutter contre ce type d'épidémie et sa propagation, les États-Unis décident de mettre un pansement sur une jambe de bois, ou on pourrait même dire chasser une mouche au bazooka. D'après le New York Times, la solution envisagée, c'est d'ouvrir au Kenya. Donc il n'y a pas de cas d'Ebola dans le Kenya. On pose ça là et puis voilà. Donc les États-Unis veulent ouvrir un centre au Kenya pour placer en quarantaine les personnes qui risquent d'avoir attrapé le virus, mais aussi ceux qui sont testés positifs. Donc en plus, on mélange des cas à risque et des cas testés positifs. C'est en tout cas ce que nous dit le New York Times avec des sources au gouvernement. L'objectif, évidemment, pour les Américains, c'est d'empêcher qu'un porteur du virus puisse entrer aux États-Unis. On rappelle que sous les précédents gouvernements, lorsqu'il y avait une crise de ce type-là, la réponse était au contraire de rapatrier les travailleurs sanitaires et les autres citoyens des États-Unis qui avaient pu attraper le virus pour qu'ils soient traités dans des services spécialisés dans les meilleures conditions, comme cet Américain qui a attrapé Ebola et qui est en ce moment soigné en Allemagne. Vous en avez également plusieurs cas contacts, cas suspects qui sont répartis entre l'Allemagne, les Pays-Bas, la République tchèque. Mais il y a quand même petit espoir du côté des États-Unis. Le gouvernement s'est voulu rassurant quant à la participation de la RDC à la Coupe du Monde de football. On sait que ça avait été un temps, il avait été question que les joueurs soient en quarantaine avant la Coupe du Monde. Il n'y aura pas de quarantaine pour les joueurs. En revanche, ça ne concerne évidemment pas les supporters. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de supporters de la RDC qui fassent le déplacement aux États-Unis, ou ceux qui feront le déplacement ne seront peut-être pas forcément encore opérationnels pour les premiers matchs. Est-ce qu'il y a des mesures de contrôle de sécurité au niveau des aéroports? En tout cas, je crois qu'il y avait des choses qui avaient été annoncées à oui, ce les détenteurs de cartes vertes, donc qui peuvent normalement aller un peu comme ils veulent aux États-Unis en provenance de RDC, du Soudan du Sud et d'Ouganda, sont interdits également aux États-Unis. Mais ça, c'était la première mesure prise
prise dès la semaine dernière par le gouvernement américain. On parle des mesures d'isolement, peut-être. Elles n'empêchent évidemment pas l'épidémie de progresser en RDC. Oui, effectivement, c'est le 12e jour officiel de l'épidémie. Je vous le disais, elle s'est déclenchée bien avant. On en est à plus de 1000 cas suspects, plus de 220 décès selon les bilans officiels, dont on nous dit officiellement qu'ils sont sous-estimés de toute façon ces bilans-là. L'OMS a également communiqué récemment sur le taux de létalité de cette souche Bundibugyo. Il est estimé à 24,6%. Ce qui est un petit peu moins que les 2 dernières épidémies de ce variant. En 2007 et 2012, on était entre 30 et 50%. Et c'est beaucoup moins que la souche Zaïre, la plus répandue, mais celle pour laquelle il y a un vaccin et des traitements qui, lui, peut monter jusqu'à 90%. On sait aussi que cette épidémie d'Ebola a démarré dans la province d'Ituri, qu'elle s'est étendue aux autres provinces. C'est une région qui est en proie aux affrontements entre les forces gouvernementales et le M23. L'OMS qui, justement, déclare par la voix de son directeur général: nous ne pouvons pas instaurer la confiance entre communautés ni isoler les malades alors que les bombes pleuvent. Nous exhortons toutes les parties belligérantes à convenir d'un cessez-le-feu immédiat afin d'endiguer cette épidémie. L'OMS qui en appelle donc à la responsabilité. Mais on le devine dans ses propos, l'accès humanitaire est difficile, l'accès aux soins encore plus. Même si, parce qu'en plus de ça, il y a évidemment beaucoup de déplacés à cause de ces affrontements, même si dans les camps, eh bien, certains tentent d'alerter justement la population, comme cette dame qui fait le tour du camp avec son mégaphone pour essayer justement d'expliquer aux gens ce qu'il faut faire. Je vous propose de l'écouter. Nous leur demandons de se laver les mains, de ne pas se serrer la main et d'éviter tout contact avec les sécrétions d'autrui. C'est pour cette raison que nous menons une campagne de sensibilisation, afin d'éviter le pire. Mais évidemment, vous voyez, les conditions sanitaires sont catastrophiques dans des camps comme ça pour lutter contre cette épidémie. On rappelle qu'Ebola se transmet par les fluides corporels, donc la meilleure façon d'éviter l'épidémie, c'est évidemment de se laver les mains le plus souvent possible. Mais même ça, c'est compliqué. Je vous propose d'écouter cette déplacée qui justement nous explique ça. Ce qui m'inquiète, c'est que nous sommes ici sans rien pour nous protéger. Nous n'avons aucune protection, ni eau, ni savon, et nous vivons près des ordures. Et puis il faut aussi faire face à la défiance de la population. Le gouvernement a interdit les veillées funéraires, mais une partie en tout cas de la population n'est pas d'accord, veut continuer à pratiquer certains rites, notamment toucher et pleurer le corps, alors qu'on sait qu'une personne infectée par ce virus est nettement plus contagieuse une fois qu'elle est morte. Donc les médecins, évidemment, font ce qu'ils peuvent parce que ça veut dire qu'après, toutes les personnes qui ont approché ce corps doivent être suivies pendant 21 jours. Je vous propose d'écouter le docteur Blaise Mugissa qui travaille sur place. Il y a des contacts, c'est les gens qui ont touché les corps, qui ont touché les linges, qui vivent avec les malades dans un même foyer. On les a listés et on va les suivre pendant 21 jours. Ajoutez à ça que plusieurs centres de santé ont été pris pour cible, que des médecins ont été pris à partie pour la foule, alors que justement ils tentaient d'évacuer un corps pour l'enterrer. Donc oui, fermer les frontières peut aider à contenir l'épidémie, mais uniquement chez le voisin, certainement pas à la faire disparaître. Merci beaucoup Sylvain Rousseau, merci pour le décryptage.